Merci, monsieur le procureur, pour ces mots d'accueil. Madame la procureure générale, madame la conseillère du président de la République, monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux, en ma qualité de directeur des affaires criminelles et des grâces, d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter, pour l'excuser, Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui tenait véritablement à pouvoir ouvrir ces premières journées internationales du pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre, et qui, en raison d'une contrainte d'agenda de dernière minute, n'a pu être parmi nous ce matin. Et je voudrais vraiment saluer cette initiative et donc saluer l'organisation de cette journée organisée par le tribunal de Paris, mais également par l'École nationale de la magistrature, et souligner combien l'activité de ce pôle contre des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, s'inscrit dans un cadre dépassant nos frontières, et combien l'activité de ce pôle est liée aux questions de justice pénale internationale, sur lesquelles d'ailleurs ma direction, la direction des affaires criminelles et des grâces, travaille aussi au quotidien activement. Alors c'est un contexte qui influence fortement ce contexte international, notre droit national et la justice, notre justice nationale, déjà fortement sollicitée par de nombreux enjeux, a toute sa place dans cette lutte contre les crimes contre l'humanité. Une influence sur notre organisation judiciaire, j'y reviendrai, avec cette exigence de centralisation, de spécialisation, une influence en termes de coopération internationale aussi, bien sûr, et une influence sur la création d'outils innovants. Je donnerai là aussi un ou deux exemples. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la spécificité de ce contentieux, qui porte sur les infractions les plus graves de notre code pénal, a rendu nécessaire une centralisation des procédures, une spécialisation des magistrats et des moyens spécifiques. Et je tiens à saluer aussi, comme l'a fait le procureur de la République, le travail de ce pôle, composé de 3 magistrats du parquet, de 3 juges d'instruction et de 6 assistants spécialisés. Il existe d'autres pôles aussi dans ce tribunal de Paris. Je pense au pôle sur la santé publique, je pense également au pôle accident collectif. Et cette formule des pôles paraît particulièrement adaptée parce qu'elle permet aussi un croisement des regards entre magistrats et entre assistants spécialisés, et donc une approche pluridisciplinaire extrêmement positive et efficace. La loi donc du 13 décembre 2011 a créé au sein donc du TGI de Paris ce pôle judiciaire spécialisé, et il a été effectivement mis en place en janvier 2012. C'est donc une création très récente, c'est un pôle très jeune. La compétence centralisée, d'ailleurs, était déjà une réalité quelques années auparavant, et la direction des affaires criminelles avait d'ailleurs encouragé cette spécialisation. Je voudrais dire un mot quand même sur un projet important du gouvernement, justement dans cette logique de spécialisation et de centralisation, un projet important qui est celui de création d'un parquet national antiterroriste qui devrait englober également la lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, en procédant en quelque sorte à la réunion sous une donc organisation commune de l'actuelle section antiterroriste du parquet de Paris, la section C1, et la section crimes contre l'humanité, la section AC5. Je sais parce que le procureur de la République, la procureure générale nous l'a indiqué, que la réunion de ces compétences peut parfois soulever des interrogations, et qu'il y a une crainte des acteurs du pôle des crimes contre l'humanité de voir l'action quelque peu effacée par rapport à l'action menée, très visible, menée contre le terrorisme. Je tiens à cet égard véritablement à vous rassurer. Il y a des sujets qui méritent encore sûrement d'être approfondis par la représentation nationale. Le texte d'ailleurs, l'amendement du gouvernement
prévoyant ce parquet national antiterroriste n'a pas été adopté en première lecture par le Sénat. Il sera présenté à nouveau devant l'Assemblée nationale, mais il y a des sujets qu'il nous faut voir, notamment sur l'appellation de ce parquet, sur ses compétences, et la discussion va se poursuivre. Mais véritablement, je tiens à le dire assez solennellement ici, ce parquet national antiterroriste, qui aura aussi en charge la lutte contre les crimes contre l'humanité, permettra de donner force et visibilité à l'action sans que, je dirais, aucun contentieux ne prédomine par rapport à d'autres. Je tiens aussi à dire que dernièrement, au Sénat, une discussion a eu lieu sur l'éventuelle extension de la compétence universelle. Vous savez que cette compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, elle est fondée sur 3 critères. Le critère de la double incrimination, le critère de subsidiarité avec la Cour pénale internationale et le critère de la résidence habituelle. Certains parlementaires proposaient, dans le cadre de la discussion au Sénat, de supprimer ces 3 critères pour étendre encore la compétence universelle, qui est aujourd'hui une compétence quasi-universelle, mais pour l'étendre encore, le gouvernement a une approche relativement réservée par rapport donc à cette extension qui pourrait aboutir parfois à une instrumentalisation politique des juridictions françaises. Voilà pour la spécialisation, la centralisation, la spécialisation qui sera aboutie grâce au parquet national antiterroriste. Et j'ai omis de dire, et c'est un point important, que ce parquet spécialisé, ce PNAT, qui sera donc compétent pour ces différents sujets, sera véritablement un outil efficace pour mener au mieux les procédures portant sur des faits intervenus dans des zones de conflit, mêlant l'action de groupes terroristes et la commission de faits susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, parce que nous le voyons sur certains théâtres, les problématiques peuvent se rejoindre. Il y a dans certains dossiers des liens tout à fait évidents entre l'action de groupes terroristes et donc des crimes contre l'humanité. Et cette option de la centralisation des affaires, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et délits de guerre, est directement liée au niveau de spécialisation requis pour le traitement des incriminations concernées. Et elle l'est également justifiée, cette centralisation, par l'intensité de l'utilisation des concepts et des outils de la coopération internationale qui en découle, parce que c'est donc par l'utilisation de ces concepts que l'on parvient à réaliser de vraies avancées en matière à la fois de lutte contre le terrorisme et également de lutte contre les crimes contre l'humanité. Je le disais en introduction, c'est une activité qui est bien sûr liée à la coopération internationale, notamment avec la Cour pénale internationale, dont je salue d'ailleurs des hauts magistrats qui en ont été des membres éminents. Je vois dans cette salle notamment monsieur Jorda, je vois bien sûr également aussi le président Bruno Cotte, et je les salue très respectueusement. Je sais quel a été leur rôle dans la construction de la justice pénale internationale durant les 20 dernières années, et c'est un vrai privilège et une vraie chance de les avoir parmi nous aujourd'hui. Cette activité est donc très liée à la coopération internationale avec la CPI. L'activité du pôle s'avère en effet extrêmement large, couvre une dizaine de zones géographiques différentes: Rwanda, Syrie, Irak, Centrafrique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Maroc, Tchad, Libye, Ouganda, Sri Lanka, Algérie. Et comme directeur des affaires criminelles et des grâces, je peux mesurer quantitativement déjà le flux des demandes entre la CPI et notre pays. Quelques chiffres: depuis le 1er janvier 2012, 275 demandes d'entraide aux fins d'enquête ont été transmises par le pôle donc aux autorités étrangères ou juridictions internationales, et sur la même période, 171 demandes dites passives ont été transmises donc depuis l'étranger ou depuis les juridictions internationales pour exécution au pôle. Et s'agissant de la CPI, depuis le 1er janvier 2012, ce sont 101 demandes d'entraide qui ont été
adressées à la France, dont 38 sont toujours en cours d'exécution. Et la France a, quant à elle, transmis 13 demandes à la CPI sur la même période. C'est dire l'importance de ces liens entre notre pays, le pôle et donc les juridictions internationales, au premier rang desquelles donc la CPI. D'autres mécanismes se développent, je pense notamment aux équipes communes d'enquête, et je peux d'ailleurs signaler à ce titre l'autorisation donnée au mois de septembre dernier par ma direction à la création d'une équipe commune d'enquête avec l'Allemagne dans un dossier très important suivi par le pôle. Enfin, j'ajouterai sur cet aspect de coopération internationale le rôle à la fois du pôle mais également de la DACG, qui sont points de contact du réseau européen de points de contact justement traitant des personnes responsables de génocide, ce qu'on appelle habituellement le réseau génocide, et donc le pôle, comme ma direction, sont point de contact et développe une activité importante au sein de ce réseau. Ce réseau qui est un réseau qui facilite l'échange d'informations entre les praticiens, qui encourage la coopération entre les autorités nationales dans différents États membres et qui offre donc un forum d'échange de connaissances et de bonnes pratiques tout à fait essentiel. Alors pour progresser, et j'en arrive à la fin de mon propos, pour progresser, il est nécessaire de disposer d'outils innovants, d'outils donc renouvelés, et c'est le cas d'un mécanisme que je vais citer, celui qui vient d'être établi pour la Syrie récemment, ce qu'on appelle d'ailleurs avec un grand M le mécanisme pour la Syrie. Le 21 décembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 71-248 établissant le mécanisme international impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables. Et cette résolution a donc pour objectif de créer une organisation ad hoc chargée de lutter contre l'impunité des auteurs des violations commises à l'encontre des droits de l'homme depuis le début du conflit en République arabe syrienne. Cette coopération est relativement inédite, assez originale. Ce n'est pas une cour, ce n'est pas un tribunal. Cet organisme n'a pas de compétences juridictionnelles. Des réflexions sont en cours pour déterminer justement le cadre et le fondement sur lequel pourra reposer notre coopération donc avec ce mécanisme par soit l'adoption d'une loi ou la négociation d'un accord bilatéral. Alors, j'ajoute aussi par ailleurs que le ministère de la Justice, et c'est important, est associé à l'examen du projet de convention sur les crimes contre l'humanité adopté par la Commission du droit international de l'Assemblée générale des Nations unies, qui concerne la définition, la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, la compétence juridictionnelle, les mesures d'enquête, les droits des parties et le règlement des différends, ainsi que des dispositions sur l'extradition et l'entraide judiciaire. Quel bilan déjà pour ce pôle très jeune, dont je salue encore tous les membres, les magistrats, et bien sûr au premier chef, Madame De Vos, qui en est une animatrice motivée et convaincue, et au succès du pôle, le succès du pôle lui doit beaucoup, et je tiens à saluer vraiment très chaleureusement son action. Alors quel bilan ? Quel bilan pour ces procédures que l'on sait longues, complexes ? Eh bien, d'ores et déjà, nous savons que le pôle a connu des succès importants qui se sont traduits par l'organisation de procès exceptionnels, qui ont d'ailleurs reçu un écho médiatique très large. Je pense ainsi à la procédure ayant abouti à la condamnation le 3 décembre 2016 en appel. Elle n'est pas d'ailleurs définitive, cette condamnation, puisqu'un pourvoi en cassation a été formé. Cette condamnation prononcée par la Cour d'assises d'appel de Seine-Saint-Denis à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, donc du nommé Pascal Simbikangwa,
cette condamnation qui est particulièrement emblématique, s'agissant de la première procédure rwandaise, dite rwandaise, à avoir été soumise à une juridiction française. Un second procès s'est tenu dernièrement devant la cour d'assises d'appel de Paris, concernant donc également des personnes de nationalité rwandaise. Ce sont de grands procès importants qui démontrent, et c'est important, qu'au-delà des difficultés inhérentes à ces contentieux spécifiques, ces difficultés que vous connaissez tous, qui sont des difficultés probatoires, qui tiennent à l'éloignement géographique, à la réticence également aussi des témoins, des victimes, à la nécessité aussi de mettre en œuvre les outils de coopération internationale, des outils qui sont souvent complexes, eh bien, qui démontrent ces grands procès qu'au-delà de ces difficultés, eh bien, le traitement judiciaire par le pôle spécialisé est efficace, permet d'aboutir à des résultats qui font honneur, je tiens à le dire tout spécialement, à la justice française. Voilà, mesdames et messieurs, ces quelques observations. Vous avez vu que j'ai parlé à la fois, bien sûr, au nom du garde des Sceaux, mais avec aussi mon regard de directeur des affaires criminelles et des grâces, parce qu'encore une fois, ma direction est toujours en plein soutien de l'activité de ce pôle, et les relations avec le parquet de Paris sont bien sûr quotidiennes, tant nous sommes mobilisés pour, je dirais, le bon fonctionnement de ces outils de coopération internationale notamment. Je souhaite que votre rencontre aujourd'hui soit fructueuse, que les débats soient riches, et donc que cette rencontre et que ce colloque eh bien, contribue à donner force, visibilité à l'action du pôle, que vraiment, encore une fois, je félicite, dont je remercie les membres, à qui je souhaite une pleine réussite pour l'avenir, et ce pôle à qui j'adresse enfin un dernier message pour lui dire qu'il trouvera toujours en moi un soutien de tous les instants. Je vous remercie de votre attention.